Chère étudiante, chers étudiants, bonjour. Donc aujourd'hui, on va présenter un cours qui porte sur les réseaux de Pitry. Donc c'est un cours intéressant pour les élèves ingénieurs de la filière génie industriel, mais aussi de la filière génie mécanique et systèmes automatisés. Aussi pour les étudiants qui font de l'automatique et de l'informatique industrielle et la productique. Donc, on essaie de donner les notions de base dans un premier temps, puis au fur et à mesure, on essaie de rentrer dans les détails. Bien. Donc, le plan de cet exposé au secours donc, est donné comme suit. Dans un premier temps, les réseaux de Pitry, on essaie de parler un petit peu de l'histoire avant d'aller vers la formalisation de ce modèle, ce formalisme, cette approche de modélisation intéressante pour le cas des systèmes discrets ou aliénement discrets. Dans un troisième point, donc, on va parler du marquage. On va essayer d'expliquer c'est quoi un marquage. Il s'agit bien d'une notion fondamentale pour l'analyse surtout de ce type de modèle. Dans un quatrième point, on parle de la méthodologie de modélisation et la démarche à suivre pour donner un modèle complet, compatible à notre système à modéliser. On va parler des réseaux de Pitry type autonome et non autonome, puis quelques réseaux de Pitry particuliers, notamment les réseaux de Pitry, par exemple, colorés. Les propriétés sont l'objectif et leur analyse reste le point fondamental et le point qu'on doit atteindre à la fin de ce cours et que chacun d'entre vous doit être capable de faire de l'analyse de ce type de modèle. Donc, on va étudier des propriétés soit par l'algèbre linéaire, notamment par l'algèbre linéaire, puis faire de la vérification de ces propriétés. On va adopter l'analyse formelle et notamment l'analyse structurelle des réseaux de Pitry. Puis, on verra si on a le temps pour aller vers l'analyse par réduction, puis l'étude des transformations et des structures fondamentales pour la modélisation, avant d'aller vers quelques extensions de ce type de réseau, comme le cas par exemple des réseaux continus, des réseaux temporisés, voire hybrides. Au moins, on essaie de donner quelques différences par rapport à ces différents réseaux. Bien, donc en introduction, ce qu'on doit savoir, c'est que les systèmes technologiques qui ont envahi notre vie quotidienne sont l'œuvre des ingénieurs. C'est l'œuvre de vous, ingénieurs, mais aussi, bien évidemment, les enseignants, chercheurs, qui sont aussi des chercheurs qui travaillent sur ce type de formalisme et son développement, etc. etc. Et d'ailleurs, ce formalisme réseau de Pitry a été développé dans un laboratoire de recherche dans le cadre d'une thèse. Donc, pour ce dernier, par l'ingénieur, donc il pose alors plusieurs problèmes importants se forme d'une question, notée ici en bleu. Alors, comment réussir à appréhender le comportement de ces systèmes afin de les concevoir, bien sûr, modéliser, concevoir, réaliser et faire la commande en temps réel. Donc, la description du comportement attendu du système constitue le cahier des charges. Donc, avant tout commencement, obligatoirement, on doit travailler sur un cahier de charge. En effet, le comportement global résultant dépend d'abord des activités et des données locales.
mais également des messages envoyés et reçus par les différents équipements connectés. Donc, côté communication. En conséquence, donc l'analyse et la réalisation de tels systèmes devront inclure ces deux aspects qui sont les traitements propres et les traitements découlant de cette communication entre les différents sous-systèmes d'un système complexe regroupant plusieurs opérations qui peuvent se faire de façon parallèle ou de façon on va dire, synchronisé, désynchronisé, distribué aussi. Donc, en effet, la complexité de plus en plus forte des systèmes technologiques d'aujourd'hui en raison de, d'abord, la définition du comportement par différents intervenants, intéressés par des aspects fondamentaux d'un produit donné et qui n'est pas obligatoirement le même. D'accord aussi en raison des besoins de consommateurs qui va nous imposer quelques conditions. Celui qui va acheter ce produit, en fonction bien sûr du produit qu'on est en train de traiter, de modéliser, de concevoir avant sa réalisation. Donc il y a des contraintes de ce côté-là, mais aussi il y a des contraintes de coût et du marketing. Donc, il faut, dans tous les cas, trouver des compromis, parce que le coût est là, donc le consommateur demande à ce que le coût soit moins cher. En même temps, il faut trouver les composants, etc., pour le côté réalisation, bien sûr. Donc, cette complexité, finalement, nécessite une bonne compréhension et un besoin d'exprimer et de valider ce comportement qui constitue dans la plupart des cas un vrai problème. OK. Donc, côté conception maintenant, donc afin de s'assurer de la maîtrise du système en cours de réalisation, il est indispensable de disposer de, premièrement, des méthodes, des approches, des formalismes de modélisation et de conception. Ces méthodes, bien sûr, doivent permettre d'expliciter précisément le comportement et ensuite de l'analyser. Attention, ces méthodes doivent refléter la réalité. Parfois, il y a un décalage, mais il ne faut pas que ça soit quand même un décalage trop significatif qui va par la suite pas aller avec le système réel qu'on est en train de concevoir pour réaliser. Donc, une telle approche devra donc reposer sur une technique de représentation formelle. Pourquoi? Afin d'une part de construire un modèle mathématique du fonctionnement conçu et d'autre part de permettre l'analyse de ce modèle et de son comportement. Donc, deuxièmement, donc, il est indispensable aussi de disposer d'un certain nombre d'outils qui doivent être efficaces et aussi des langages adaptés pour la réalisation du système conçu et validé par l'approche choisie au départ. Donc, là, nous avons plusieurs approches de modélisation qui existent et chaque approche possède ses propres caractéristiques. Donc, plus ou moins pertinent dans une conception donnée. Ce qui est tout à fait logique, on aura pas mal d'approches qui vont se poser sur la table selon les compétences d'abord des ingénieurs, des développeurs, mais en même temps les contraintes qui vont arriver et selon la nature de ce qu'on veut concevoir comme système. Donc, c'est-à-dire que le choix dépendra du système conçu et des propriétés à analyser. D'accord? Donc, par exemple, si je prends deux formalismes, il y a le réseau de Petrie, par exemple, qui va me permettre d'analyser un certain nombre de propriétés. Je dirais, par exemple, la vivacité, la borditude, par exemple, le système qui est quasi vivant,
Et de l'autre côté, si je prends un autre formalisme type bande graph, ben, d'abord, l'un qui est dédié au système continu, c'est le cas de cette approche bande graph, et derrière, il y a des propriétés qu'on analyse, type commandabilité, observabilité, atteignabilité, euh, possibilité d'inverser le modèle, etc., etc. Donc, les approches seront utilisées pour produire, décrire et valider la conception et pour préciser la satisfaction des objets atteints. Dans ce cours, donc, l'objectif est de présenter la modélisation par réseau de Petri. Donc, les réseaux de Petri ont été développés pour permettre la modélisation de classes importantes du système qui couvrent des classes de systèmes de production, systèmes automatisés, de systèmes informatiques et de systèmes de communication. Et il y en a plein d'applications et de champs pour lesquels on peut bien sûr utiliser cette approche. Donc, ce cours est consacré à l'utilisation des réseaux de Petri pour la spécification, la modélisation, la conception, l'amélioration, l'évaluation et l'analyse, bien sûr, des performances du système étudié. Donc, le premier chapitre va nous conduire à sélectionner dans l'univers des réseaux de Petri l'aspect le plus simple et le plus rencontré, d'accord parce que le réseau de Petri, on peut voir les réseaux de Petri type discret, réseau de Petri continu, réseau de Petri temporisé, les réseaux de Petri stochastiques, puis les réseaux de Petri hybrides que ces dernières années ont pris de la place et donc ils commencent à donner des résultats très considérables et très, très significatifs. Donc, nous allons notamment se focaliser sur les réseaux de Petri élémentaires, donc qui ont d'abord l'avantage de posséder des propriétés analytiques qui permettent, dans de nombreux cas, de dégager les propriétés du système étudié sans passer par la simulation. Donc, je les mets en gras parce que parfois, on est obligé de passer par la simulation sous certains logiciels pour dégager cette propriété et prendre la décision. Je m'explique. Mathématiquement parlant, parce que là, on est dans le cas modélisation graphique. Lorsqu'on parle d'un modèle mathématique, une équation différentielle aux différences, ça n'est pas toujours facile de dégager l'information relative à la propriété telle ou telle en ce qui concerne, on va dire, est-ce qu'il est juste ou pas juste, est-ce qu'il est vrai ou pas vrai, est-ce que la propriété telle est satisfaite ou pas, etc., etc. Donc c'est pourquoi donc les automaticiens, les informaticiens ont proposé ce type de formalisme pour justement faciliter la tâche aux autres chercheurs qui ne sont peut-être pas obligatoirement des mathématiciens. Et le cas du réseau de Petri, par exemple, le cas des automates à état fini, ou bien les automates continus, les automates hybrides, la même chose pour les réseaux de Petri qui ont quand même montré leur capacité et leur façon de faciliter en quelque sorte l'explication du modèle sans parfois discuter de côté mathématique. Et bien sûr, l'approche par exemple du monde graph qui montre aussi sa capacité à modéliser des systèmes complexes et montrer directement sur le formalisme, sur le modèle, certaines propriétés sont passées par du calcul, non plus sont passées par la simulation. Alors, un petit peu d'histoire, donc comme j'avais dit au début, donc les réseaux de Petri sont apparus en 1962. À peu près au même moment que les bandes graphes qui sont apparues dans les années 60 aussi. C'était une période un petit peu de recherche qui cherche à faciliter en quelque sorte les choses pour que les chercheurs puissent développer des installations, des systèmes de tout bord.
de deux types. Donc ici, c'est bien Adam Petrie qui a commencé, qui a développé ce formalisme afin de modéliser la composition et la communication entre automates. D'accord? Donc, leurs améliorations ont porté sur tous les différents aspects et concepts liés à la modélisation des comportements parallèles et distribués, et en particulier de leur aspect temporel, stochastique et hybride. Lorsqu'on parle temporel, ça vient de temps. Ça veut dire que j'ai une contrainte sur ces transitions et à partir d'un certain instant, je peux basculer d'un mode de fonctionnement à un autre ou bien franchir une transition donnée. Voilà, donc après, stochastique, question de probabilité. Et l'hybride, c'est à la fois la partie continue qui influence la partie discrète et inversement, c'est-à-dire qu'il y a la partie discrète qui va influencer la partie continue. Donc, le premier modèle développé, appelé réseau de Petrie conditions événements, est repoussé sur l'utilisation des valeurs booléennes, vrai, faux, monter, descendre, 0, 1, etc. Ce modèle, donc, par la suite, a été généralisé par le réseau de Petrie place transition, qui manipule des nombres entiers et pas des booléens. Donc, le réseau de Petrie connaît aussi sous le nom réseau P/T. Donc, c'est un modèle mathématique, mais aussi graphique, servant à représenter divers systèmes informatiques, industriels, automatiques, qui travaillent sur des variables discrètes. Autrement, les réseaux de Petrie P/T ou réseaux de Petrie place transition sont des outils graphiques et mathématiques permettant de modéliser le comportement dynamique des systèmes SED, systèmes à événements discrets. Peut-être beaucoup d'étudiants parfois ne distinguent pas entre c'est quoi un système à événements discrets, un système échantillonné, un système continu et par la suite un système hybride. Peut-être je vais faire un petit rappel rapidement. Donc, en général, je commence par le plus simple que vous connaissez, le système continu. Un système continu, c'est tout simplement un système pour lequel la variable d'état est continue et le temps est aussi continu. Je passe maintenant vers le cas échantillonné. Donc, le cas échantillonné, c'est que le système a des variables d'état qui sont continues et le temps qui est discret. On va discrétiser, échantillonner, donc utiliser des périodes d'échantillonnage, etc., bien sûr, dans le but d'avoir un signal numérique léger avec une information importante en utilisant la fameuse théorème de Shannon. Après, vous avez les systèmes discrets. Systèmes discrets, cette fois-ci, ce sont des systèmes pour lesquels nous avons une variable qui est discrète, la variable qui est discrète, et le temps qui continue. Et le dernier cas, ce que vous avez là, le cas SED, c'est que vous avez des variables qui sont discrètes et le temps aussi discret. Voilà, donc j'espère que j'ai pu un petit peu clarifier ce point. Et le cas hybride, ça doit être un système continu, un système discret, un système continu et un système échantillonné, un système discret, un système continu, un système à événement discret, etc., etc. Et il y a bien sûr une interaction entre les deux, ce système, bien sûr, il y a l'un qui va agir sur l'autre. Pour les domaines d'application, donc nous avons assez. Je cite par exemple les systèmes manufacturiers, les systèmes de télécommunication et les systèmes de transport. Donc là, devant vous, certains exemples, on peut trouver dans l'industrie, par exemple, pharmaceutique, dans le domaine de transport, pour développer donc des algorithmes permettant de commander des métros à distance. Dans le domaine robotique, donc avec des applications justement au niveau industrie automobile, etc., etc.
Donc, je reviens vers la thèse de Karl Adam, qui suppose un système global qui peut être représenté par plusieurs sous-systèmes. Donc, nous avons d'abord le changement d'état interne comme phénomène, puis après, vous avez la communication qui est établie entre des systèmes. Et tout cela, on va essayer de le modéliser par un réseau de Petri, comme le nom le dit. Donc, pour les solutions, l'utilisation d'un réseau de Petri représenté graphiquement par un graphe orienté avec deux types de nœuds ou sommets selon les références, les bouquins. On utilise les deux termes. Donc, deux nœuds différents. Donc, vous avez d'abord les places qui sont notées graphiquement par des cercles représentant les états. Puis, vous avez les transitions notées par des barres ou des rectangles représentant cette fois-ci pas l'état, mais le changement d'état. D'accord? Donc ici, tout simplement la présentation, cercle, puis la transition par un cercle. Sachant ici que le nombre doit être fini et non nul. Ici, je donne les possibilités rencontrées et il faut distinguer entre ce qui est accepté, comme si deux possibilités-là, qui relient les places aux transitions aux places via un arc orienté, bien sûr, une flèche, et ces deux cas-là qui ne sont pas possibles dans le cas des autres Petri. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, dans la phase de développement ou de modélisation, de conception, on n'a pas le droit de schématiser, d'utiliser de transitions reliées par un arc. Non plus, on n'a pas le droit d'utiliser de places reliées par un arc. Par contre, dans le cas des machines à état ou dans le cas des automates à état fini ou discret, continu ou hybride, cela est possible avec cela parce qu'on n'a pas de ce qu'on va dire transition. On a directement l'arc qui relie deux places. Et ça passe d'une place à une autre et donc ça représente l'évolution de votre système. Donc, ces différents sommets sont reliés entre eux par des flèches ou arcs qui joignent et déplacent des transitions aux places. À cela s'ajoutent des jetons distribués dans les places qui représentent l'état actuel du système. D'accord? Donc, on a la notion de franchissement d'une transition, donc selon Petri. Donc, chaque place, d'abord, peut contenir un nombre de jetons, E. Donc, et le franchissement d'une transition, on appelle aussi tir, franchir une transition, tirer un jeton d'une place via une transition et la remettre dans une autre place. Donc, ce sont deux synonymes qu'on trouve dans la littérature. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça entraîne la consommation d'un jeton dans une place ou des jetons dans une place ou un jeton dans chacun des places ou plusieurs jetons dans plusieurs places. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Et en même temps, ça produit un jeton dans une place ou un jeton, bien sûr, l'autre c'est entrante et l'autre c'est sortante. Donc, pour distinguer entre les deux possibilités. Donc, vous avez un dans une place ou un jeton dans plusieurs places ou plusieurs places dans un jeton ou plusieurs places dans plusieurs places. Plusieurs jetons dans plusieurs places. Pardon. Donc, le franchissement d'une transition ne peut se faire que si la place entrante contient suffisamment de jetons. Suffisamment de jetons parce qu'on a parfois le cas généralisé. Et donc, sur l'arc, parfois, il n'y a pas qu'un seul jeton qu'il faut tirer, mais plusieurs. Alors, parmi les notions, on a la notion de précondition de franchissement. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, lorsqu'on a un franchissement d'une transition, cela va nécessiter, donc pour dire précondition, ça nécessite la consommation de jetons en provenance de plusieurs places
ou la consommation de plusieurs jetons en provenance d'une place. Donc ici, je donne l'exemple où on a la consommation de jetons en provenance de plusieurs places. Ici, vous avez sur cet arc qui relie la place P0 à la place T un poids qui est égal à 2. Ici, puisqu'on n'a pas de valeur ou de chiffre, donc c'est par défaut, le poids est égal à 1. Donc j'aurai besoin d'un jeton ici et de 2 jetons ici pour que je puisse franchir cette transition T1 et remettre ce jeton ici, puisque sur cet arc-là, j'ai qu'un seul chiffre est égal à 1. Et donc, quand je franchis ou je transite, ben, tout de suite, j'aurai comme marquage 0, 0, 1. Donc ça, c'est par rapport à la précondition de franchissement. Maintenant, on parle de production de jetons et donc post-condition de franchissement. Et là, ça n'est plus nécessité, mais entraîné. Donc, le franchissement d'une transition peut entraîner la création de jetons dans plusieurs places et la création de plusieurs jetons dans une place. Donc, c'est le cas ici. On a changé l'exemple. Vous avez un jeton à la place en amont de T. Et donc, j'ai besoin d'un seul jeton pour que je puisse transiter et remettre un jeton ici, mais puisque j'ai un arc de poids 2, donc je vais mettre 2 jetons au niveau de la place P2. Et donc, finalement, je récupère un marquage 0, 1, 2. Donc, je parle de marquage et on va voir la notion tout à l'heure. Donc, on essaie de formaliser le modèle, relatif bien sûr au réseau de Petrie place transition. Ça change en changeant la nature du réseau, ça change la définition, ce qui est tout à fait normal. Par exemple, le cas ici, réseau de Petrie élémentaire, on n'aura pas besoin, par exemple, de la notion du temps. Par contre, quand je parle d'un réseau de Petrie temporel, donc automatiquement, je dois définir cette notion de temps et la contrainte qu'on va mettre dessus sur la transition, bien sûr, pour passer d'un mode de fonctionnement à un autre, ou autrement pour franchir la transition en question. Donc, les réseaux de Petrie constituent un modèle formel. À ce titre, il convient d'en donner la définition de manière rigoureuse. Donc, on appelle réseau de Petrie le quadriplet R, P, T, pré, post, ou N, la même chose, P, T, entrée, sortie. Donc, je voulais noter R pour le cas réseau et N pour le cas network. Donc, on trouve les deux notations. La même chose pour pré qui veut dire entrée et post qui veut dire sortie. Donc, j'essaie de mélanger comme ça. Si vous trouvez l'un ou l'autre, donc c'est pareil. Donc, avec P est un ensemble fini de places, donc qui contient N places, et T, l'ensemble fini de transition, avec T est égal T1 jusqu'à Tn. Donc, nous avons N places et M transition. Donc, on définit ensuite l'entrée qui n'est autre que la fonction pré, comme étant la fonction précondition ou d'incidence avant. Donc, il est défini sur N. Et pour la fonction sortie ou post-condition, donc elle est définie aussi sur N et la fonction, elle s'appelle la fonction de post-condition ou d'incidence arrière. Une deuxième définition pour un petit peu définir les entrées et les sorties. Donc, on suppose petit p appartenant à P, le nombre des places, puis T au groupe ou à l'ensemble des transitions. Donc, l'entrée PT est égale au nombre de jetons consommés de P au franchissement de T. Donc, on peut noter entrée PT ou tout simplement précondition, pré-PT. C'est la même chose. Donc, je donne un exemple et on essaie de calculer ces différentes fonctions. D'abord, la première des choses, il faut regarder le nombre des places et le nombre des transitions. Donc, on a 4 places, donc logiquement, on doit calculer 4 entrées. Et vous avez une seule transition, donc on a la même transition T qui va apparaître un petit peu partout dans ces 4 fonctions. Donc, comme on a dit, l'entrée, c'est le nombre de jetons consommés
de P au franchissement de T. Autrement, par exemple, si je prends la place P0 et j'essaie de franchir T, alors combien de temps je dois consommer pour franchir T? C'est exactement le poids de l'arc reliant P0 à T. Donc ici, vous avez 1, vous notez 1. Je prends maintenant la deuxième place et je fais la même chose. Quel est le nombre de jetons que je dois consommer de P pour franchir T? Ça donne exactement le poids de mon arc reliant P1 à T. Et donc, c'est bien 2. Maintenant, je vais aller vers la troisième place, les P2. Donc, quel est le nombre de jetons à consommer dans P pour franchir T? Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas de flèche ou d'arc qui relie P2 directement à T. Donc, c'est 0. Pareil pour la place P3, il n'y a pas d'arc ou de lien direct en passant de P3 à T. Donc, j'ai la même chose, 0. On va maintenant définir le cas sortie. Donc, ce qu'on appelle la fonction d'incidence arrière, définie par post. Donc, soit P et T, définis respectivement sur P et T, grand P et grand T, la sortie PT, et bien le nombre de jetons maintenant produits, c'est pas consommé, mais produit dans P au franchissement de T. Donc, vous avez pareil 4 places et une transition. Donc, je commence par P0. Combien de jetons produits dans P0 au franchissement de T? Franchissement de T, j'ai rien produit au niveau de P0, donc c'est bien 0, je suis là, sortie P0T. Deuxième P1, deuxième place, P1, la même chose, j'ai rien produit en passant de T à P1, donc c'est 0. Pour P2, donc ça ressemble un petit peu à ce qu'on vient de voir par rapport à l'entrée. Donc de T à P2, vous avez un poids est égal à 1, et de T à P3, vous avez un arc de poids 2 est égal, donc un arc de poids 2. Donc la sortie P3T est égale à 2. OK. Donc là, ça donne une représentation matricielle de l'entrée, entre parenthèses le prêt, et de la sortie. Donc ici, ce qu'on fait, c'est une astuce facile. Les exemples qu'on a montrés sont simples parce qu'on n'avait qu'une seule transition. Mais lorsqu'on a un certain nombre de transitions et de places, donc il faut d'abord positionner ces places et ces transitions, parce qu'on va calculer donc une matrice. Donc il faut mettre les places de façon verticale à votre gauche et les transitions de façon horizontale au niveau haut. Et après, c'est juste le lien entre P1, T1, P1, T2, finalement entre PI, TJ. Donc, entre les places et les transitions. Et je note, à chaque fois que je fais ce calcul, je note le poids correspondant. Deuxième possibilité, deuxième cas, c'est le cas où on va calculer les sorties. Ça veut dire on va démarrer de TI, TJ, pour aller vers PI. Donc, c'est exactement ce qui est schématisé ici. Et on va mettre les poids correspondants. Donc, on va passer à un exemple concret, simple, avec cette fois-ci, comme réseau de Petrie, un réseau contenant 2 places et 3 transitions. Donc, ici, je vous laisse un peu de temps pour le faire avant de donner la réponse. Donc, essayez de s'arrêter quelques minutes, faites votre proposition, après, vous commencez à voir la solution proposée. Donc ici, puisque vous avez 2 places, donc il faut positionner vos 2 places comme tout à l'heure, P1, P2, même si je ne les ai pas notées, c'est juste pour faciliter la notation et ne pas la rendre un petit peu compliquée avec des P partout, des T partout. Donc vous avez P1 et P2, P1, P2. N'hésitez pas à suivre
l'ordre de vos places, ou de la notation de vos places, même si P2 est en haut et P1 est en bas. Donc, mettez P1 normal, P2 normal aussi, et les T1 de la même manière. Vous avez T1, T2, T3. Et donc, on va faire le calcul. Donc, pour l'entrée, comme on a dit, c'est le passage de P vers T. Donc, par exemple, de P1 vers T1, qu'est-ce que j'ai? De P1 vers T1, j'ai un poids est égal à 2. Je le note. Ensuite, de P1 vers T2, j'ai un poids est égal à 1. Je le note. Et de P1 vers T3, il n'y a pas d'arc orienté dans le sens P1, T3. Donc, je mets 0. La même chose pour la deuxième place, P2. Je regarde le chemin qui relie P2 à T1, P2 à T1, donc c'est 0. Ensuite, de P2 à T2, c'est bien 6, et de P2 à T3 est bien 4. La même chose pour la sortie, la fonction de post-condition. Donc, cette fois-ci, c'est d'aller de T vers P. Donc, si je prends par exemple le poids ici, c'est bien le poids qui relie la transition T à la place P1. T1, P1. Et donc, c'est bien 5. Donc, faites la même chose et vous récupérez la matrice globale de votre sortie. Maintenant, on passe vers les notions de place d'entrée et de sortie, puis transition d'entrée et de sortie. Donc, pour deux places P et P' appartenant à l'ensemble des places grand P, et deux transitions T et T' appartenant à l'ensemble de transitions grand T. Donc, on définit place d'entrée et de sortie. Par exemple, pour P, elle est une place d'entrée de T si, seulement si l'entrée PT est supérieure strictement à 0. Ça veut dire que si cette entrée-là est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de place d'entrée. Ça veut dire que P n'est pas une place d'entrée de T. Je fais la même chose, P' est une place de sortie de T', si seulement si, donc c'est une condition nécessaire suivante, que la sortie P' T' soit supérieure à 0. Donc si la sortie est égale à 0, c'est-à-dire P' n'est pas une place de sortie de T'. D'accord? On a noté supérieur à 0, ça peut être 1 comme ça peut être n, dans le cas généralisé. Maintenant, pour le cas transition d'entrée et de sortie, donc pour T', donc, il représente une transition d'entrée de P', si seulement si, bien sûr, la sortie P', T' supérieure à 0. Et on revient à ce cas-là. Et T est une transition de sortie de T, si seulement si l'entrée PT est supérieure à 0, et on se retrouve à ce cas-là, dans ce cas-là. Maintenant, on va passer à cette notion de marquage. Donc, c'est quoi un marquage? Comme j'avais dit au début, c'est le point clé de tout commencement en ce qui concerne la modélisation et la conception d'un système donné. Donc, on parle après d'un marquage initial, ça veut dire l'état initial du système, puis après les différentes évolutions possibles en passant d'un mode de fonctionnement à un autre. Donc, une définition simple, on appelle marquage d'un réseau de Petri R, la fonction M définie de P sur N. Donc, le marquage peut être représenté par un vecteur M, qui est égal au marquage de P1, marquage de P2, c'est un petit m ici, donc petite erreur par ici, donc c'est pas donc grand M juste pour distinguer entre le marquage général et le petit marquage. Mais peu importe. Si on note M de P2, donc ça veut dire qu'on sait que c'est le marquage par rapport à une place donnée. On appelle réseau marqué tout couple RM0. Le réseau n'est pas marqué, donc on n'a pas de. De toute façon, on ne va pas mettre M0 puisqu'il n'est pas marqué. Mais n'empêche qu'un réseau, même s'il n'est pas marqué, on peut quand même calculer les différentes fonctions, préconditions et post-conditions, puisqu'ils dépendent tout simplement des différents poids qui se trouvent au-dessus de chaque arc.
Donc, où R est un réseau de Petrie et M0 un marquage appelé marquage initial. Donc, pour P, M de P représente le nombre de marques ou de jetons dans la place P. Donc, le marquage est représenté par des points noirs à l'intérieur de la place. Une place contient un jeton. Cela signifie, par exemple, la disponibilité de N ressources. Donc, les ressources, ça dépend de toute façon de l'application, du domaine du travail, etc. Donc, ça peut être, par exemple, dans le domaine de production d'un produit donné, ça peut être, par exemple, les robots comme étant une ressource, ça peut être des machines qui fabriquent le produit tel ou tel aussi, et ça peut être aussi le produit. Donc, voilà, donc on va plus tard voir des exemples qui me parlent de cela. Alors, le marquage à un certain instant définit l'état du système décrit par le réseau de Petrie. Ce qui est normal parce qu'on commence toujours par un état initial, donc vous avez un marquage initial. Après, évoluer le système revient à évoluer son état et donc revient à évoluer son marquage. Exemple, vous avez par exemple ici un réseau de Petrie. Ce système, de toute façon, c'est juste un extrait d'un réseau global parce qu'ici, ça ne signifie pas grand-chose. Ça signifie une partie dans un grand réseau qui modélise, je ne sais pas moi, un atelier de fabrication de véhicules ou quoi. L'essentiel, il s'agit bien d'un sous-système. Donc, juste explicatif, ça permet d'expliquer, de faire une pédagogie simple. Donc, vous avez ce réseau de Petrie avec un marquage 2, 1, 0. C'est bien ça, 2, 1, 0. Donc, quand la transition est franchissable, c'est le cas ici, ça veut dire je vais franchir T. Donc, ça va donner quoi d'après vous? Donc, c'est tout simplement, puisque j'ai un arc de poids 2, ici un arc de poids 1. Donc, si vous ne voyez pas le poids, ça veut dire que c'est 1. Donc là, j'ai besoin de 2 jetons. Et ici, j'ai besoin d'un jeton. Donc finalement, qu'est-ce que j'aurai comme, on va dire, comme réseau intermédiaire? C'est 0, 0, 1. Donc le marquage suivant, c'est bien 0, 0, 1. Pourquoi 1? Parce que tout simplement, sur l'arc, au niveau de l'arc sortant de ma transition, a comme poids 1. Donc, tout simplement, je pose 1. Je passe à un autre exemple. Vous avez le réseau dont le marquage est bien 0, 1, 2. 0, 1, 2. Je ne peux pas évoluer parce que tout simplement, je ne sais pas qu'est-ce qui est juste après ces places. Et donc, ici, ce n'est pas possible puisque j'ai rien, j'ai pas de jeton, donc je ne peux pas évoluer et je ne peux pas prévoir où va évoluer et bien sûr se développer ce modèle. Donc, j'ai noté bien évolution d'état veut dire évolution du marquage. Un autre exemple ici qui représente un autre réseau de Petrie avec une séquence de place transition. Donc vous avez P1 jusqu'à P6, donc 6 places, puis après de T1 à T7, 7 transitions. Donc le marquage initial, si je considère ce réseau comme étant le cas de départ, alors donc son état initial a comme marquage 1, 0, 0, 0, 0. Si j'essaie d'évoluer mon système en imposant donc le franchissement de T2, ce qui est la seule possibilité, donc ça va être 0, 1, 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Je pense que c'est pas trop compliqué l'explication de cette notion de marquage. On parle aussi de franchissement d'une transition, sensibilisation. Donc, on parle notamment de la transition validée. Donc, une transition est dite validée si toutes les places en amont, c'est-à-dire à l'entrée de celle-ci, possèdent au moins une marque. Je parle du cas du réseau de Petrie élémentaire.
discret. Dans le cas généralisé, il faut avoir un nombre qui est lié au poids. Il doit être supérieur ou égal le poids de l'arc qui va être relié à la transition en question. Donc ici, vous avez une transition validée parce que les jetons sont disponibles. Ici, non, parce que j'ai une place qui n'a pas de jetons. Donc on parle de franchissement au tir. Si la transition est validée, on peut effectuer le franchissement de cette transition. Donc, franchissement consiste à retirer une marque dans chacune des places en entrée de la transition et ajouter une marque à chacune des places en sortie. Vous avez comme marquage initial 1, 2, 0. Après franchissement de T1, je récupère 0, 1, 1. Parce que là, j'ai 2 et mon arc, il n'y a qu'un seul. Il est de poids 1. Donc, je vais récupérer le jeton qui est là et un parmi ces deux jetons et je vais le mettre à la place de sortie de la transition T. Autrement, une autre façon de donner une définition de transition franchissable, sensible, c'est lorsque toutes les places qui lui sont en amont ou toutes les places d'entrée de la transition contiennent au moins un jeton. Donc ici, ce n'est pas possible, ce n'est pas franchissable. Et cet exemple en est dans le cas franchissable. Un jeton, j'ai besoin d'un seul jeton pour chacun des deux passages. Donc la transition va me permettre de produire un jeton au niveau de la place sortante de la transition. Une transition franchissable n'est pas forcément immédiatement franchie. D'accord ? Ici, question de temps, question de composantes, etc. Donc, on a un certain temps pour que la réaction et la réponse viennent par la suite. Donc, après, vous avez d'autres conditions dans le cas d'autres types de réseaux de Petri. Si on a des contraintes sur les transitions, par exemple la contrainte du temps, ou carrément une condition sur telle ou telle variable. Donc, une transition sans place d'entrée, transition source, c'est cette transition-là. Donc, lorsque vous avez un réseau de Petri qui commence par une transition au début et qui n'a pas de place d'entrée, elle est franchissable par défaut. D'accord ? Donc, le franchissement d'une transition source consiste à rajouter tout simplement un jeton à chacun de ces places de sortie. Ici, on va rajouter un jeton ici. Dans le cas où la transition est sans place de sortie, elle s'appelle une transition TUI. Donc, ici, on utilise cette transition lorsqu'on veut bloquer l'évolution, par exemple, d'un réseau de Petri donné, la rendre bornée. Je donne quelques exemples. Donc, vous avez un certain nombre de réseaux de Petri en face. Donc, essayez tout simplement de donner le marquage après franchissement de T1. Donc, nous avons le même réseau, même structure, avec un marquage différent pour chacun de ces réseaux. Donc, prenez quelques minutes aussi avant de donner la réponse. C'est bon, donc OK. Donc, si je prends le premier réseau, donc on voit que nous avons un jeton pour chacun de ces places qui sont en amont de T1 et les poids, ils sont bien égaux à 1, donc le T1 est franchissable. Donc, j'aurai comme résultat quoi? Un marquage qui est 0, 0, 1, 1. Qu'est-ce que j'aurai comme marquage? C'est tout simplement 0, 0, 2, 1. Pour le troisième cas, vous aurez 1, 0, 1, 1. Le dernier cas donc n'est pas franchissable puisque au niveau de la place P2, je n'ai pas de jeton. Donc, il reste le même marquage. Pas d'évolution autrement. Un autre exemple, vous avez l'évolution d'un réseau
Pitry se fait par le franchissement d'une seule transition à la fois. Ça, c'est aussi intéressant. Comme vous voulez, par la suite, au fur et à mesure qu'on avance dans le cours, on va chercher des arbres, on va chercher ce qu'on appelle l'arbre de marquage ou l'arborescence de marquage. Euh, donc là, ce qu'on doit faire, c'est de vérifier d'abord quelles sont les transitions franchissables et mettez dans votre tête qu'on ne peut franchir qu'une seule à la fois. Cela veut dire que quand plusieurs transitions sont simultanément franchissables, on ne peut pas savoir dans quel ordre ils seront effectivement franchis. Ça veut dire que si jamais nous n'avons pas un cahier de charge bien précis qui va nous imposer ou bien qui va nous proposer de franchir, par exemple, dans cet exemple, si vous regardez, vous avez T1 qui est franchissable, mais aussi vous avez T3. T3 aussi il est franchissable, puisque la place en amont, on a un jeton et le poids est égal à 1. Donc, on a deux possibilités, soit franchir T1, soit franchir T3. Mais le cahier de charge doit quand même spécifier, parce que selon les priorités, il peut par exemple faire franchir T1 avant T3, quand ça peut être le contraire. Ça veut dire qu'on commence par franchir T3, puis après franchir T1. Ou s'il y a d'autres possibilités, bien sûr, on doit les préciser dans ce cahier de charge. Donc voilà, donc je pense qu'on est arrivé à la fin de la séance d'aujourd'hui. Donc la prochaine séance, on va traiter surtout la méthodologie de modélisation. Et on va un petit peu expliquer comment procéder pour modéliser un système donné en utilisant les réseaux de Pitry. Donc merci pour votre attention.